Les vendredis de l'étrange, 17h, 21h sur Radio Axe Sud, 105.1, présenté par Georges Tussin, en collaboration avec le professeur Yves Lignon. Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de notre émission Les Vendredis de l'étrange qui est diffusée sur Radio Axe Sud, mais également diffusée en vidéo illustrée que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les divers réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Donc une émission pour les amateurs d'étranges, de mystère, de paranormal, pour tous les curieux de la vie. Pour cela, je suis très heureux de partager l'antenne avec le professeur Lignon, dont nous connaissons bien sûr sa rigueur scientifique, ce qui ne l'empêche pas quand même d'être ouvert sur le sujet des phénomènes paranormaux. Professeur Lignon, bonjour. Bonjour Georges. Mathématicien jusqu'à l'intégrisme, chaque fois. Pour moi, 2 plus 2, ça fait 4. Et non 3. Non, ça ne fait pas quelque chose entre 3 et 5, ça fait 4. Et 4 et 4, ça fait 8. On l'aura compris. Oui, c'est tout. Mais comme tout scientifique, le principe de la science, c'est le doute. Ah oui, seul le doute est cartésien. Absolument. Bon, ça nous promet. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur du laboratoire de parapsychologie à Toulouse, auteur de nombreux ouvrages, ce qui ne vous empêche pas, justement, de parler d'un ouvrage d'une personne que vous connaissez, un autre. Très, très récent, qui est paru au mois de janvier. C'est un dessinateur qui vit à Montpellier et qui a publié, donc je vais entrouvrir le livre, une série de planches dans lesquelles il alterne à la fois des scènes qu'on peut qualifier de vie familiale avec ses enfants, Ulysse et Lou, qui sont charmants, avec son épouse, et des scènes dans lesquelles il parle de phénomènes parapsychologiques qu'il a vécus. Ah, intéressant. Sous forme de dessin. En particulier 2 pages qui sont consacrées à notre ami, le regretté Jean Morzel. Alors, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est sur le spiritisme, la médiumnité, et cela tombe très bien, car dans ce studio, nous sommes entourés de médiums, figurez-vous. On le sentait, on sentait le fluide médiumnique. Ah, absolument. Dès que l'on avait passé la porte. Qui sont venus d'ailleurs soutenir Florence Hubert. Florence, bonjour. Bonjour Georges, merci de m'avoir invité. Eh bien, tout le plaisir est pour nous, Florence. Alors, je précise que vous êtes médium et que le journaliste Stéphane Alix, réalisateur de nombreux documentaires sur M6, vous a classé dans un de ses derniers livres qui s'appelle Test. Nous le montrons à l'image. Voilà, il vous a classé parmi les 6 meilleurs médiums de France. Alors, vous nous expliquerez tout à l'heure comment et sur quels critères il a réalisé ce classement. Donc, à vos côtés, un habitué de nos studios, puisqu'on a eu le plaisir de l'accueillir quelquefois, c'est Patrick Manresa. Patrick, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à vous tous. Toujours ravi de vous accueillir. C'est gentil. Et on vous a accueilli la dernière fois en qualité de médium. Non, pas de médium, pardon, autant pour moi, de magnétiseur. De magnétiseur guérisseur, oui. Mais vous avez un côté médium également, et nous en parlerons dans quelques instants. Et vous avez un parcours un peu particulier, il faut le dire, car vous avez été de nombreuses années fonctionnaire de police au 36 quai des Orfèvres, à Paris, à la Criminelle. À la Criminelle, oui. Et que peut-être par vos ressentis, vous avez, je ne dis pas résolu, mais éclairci quelques enquêtes. Ça m'a aidé. Voilà. Nous en parlerons. Alors, écoutez, on continue la présentation. Je vous laisse le soin, Florence, de vous présenter tout d'abord vos amis. Alors, je suis ravie d'avoir à mes côtés Stéphanie et Patrick Juret. Oui, bonjour. Heureux de vous accueillir également. Voilà, qui habitent vers Douai-la-Fontaine, à côté d'Angers.
Oui. et qui sont venus ce week-end m'accompagner pour 2 conférences. Une à Source de Vie Toulouse avec Yves Linès qui les a gentiment invités, qui a invité Stéphanie à faire de la médiumnité. Stéphanie est médium et Patrick est magnétiseur guérisseur aussi. Oui. C'est les 2 Patrick avec lesquels je travaille quand je d'accord. vais dans les maisons. Très bien. Un du nord, un du sud. et voilà. Et Stéphanie va refaire une médiumnité en bas à Fronsac dimanche, là où habite Patrick. Et on remontera à Angers après. Voilà. Bienvenue dans notre région. Et là, je suis très heureux, ils sont fidèles à notre émission. D'une part, Wari Benbéar, c'est bien ça, en compagnie de votre charmante épouse, compagne, qui s'appelle... Eh bien, bienvenue. Bienvenue également ici. Et donc, nous allons commencer par parler spiritisme. Donc, comment est né le spiritisme, D'abord, Yves? on veut préciser avant tout que le mot médium a 2 sens. Oui, Il y a le sens spirit et le sens scientifique. Pour le scientifique, le médium, c'est simplement une personne qui produit des phénomènes paranormaux, voyance, magnétisme, de grande intensité. C'est une médaille olympique du paranormal, le médium. Et pour le spiritisme, c'est la personne qui est capable de servir d'intermédiaire avec les décédés. Donc ce sont 2 sens tout à fait différents et ça peut se confondre dans la même personne, hein. Un médium spirit peut produire des phénomènes paranormaux. Mais il faut quand même avoir bien la distinction la en différence. tête. Et donc ce mot médium est lié au spiritisme, avant tout quand même. Et le spiritisme, ce n'est pas de la science. C'est une doctrine qu'on va qualifier de philosophico-religieuse. Plus philosophique que religieuse. Mais le spiritisme a un côté religieux parce qu'il y a des dogmes, il y a des cérémonies, du moins à la grande époque. Et donc le spiritisme est né aux États-Unis au milieu du 19e siècle, lorsque des fillettes ont dialogué pour la première fois avec une personne décédée, les sœurs Fox, dans une petite ville à Iceville, près de New York. Et donc elles ont dialogué sans savoir au départ qu'elles dialoguaient avec un défunt. Parce qu'il y avait des bruits bizarres. Elles ont commencé à claquer dans les mains en disant si je claque un coup, est-ce qu'on entendra un autre coup? Et par la suite, on a découvert qu'il y avait bien quelqu'un qui avait été assassiné dans cette maison. Donc c'est parti de là, il y a, disons, un peu plus de 150 ans, et ça a été un mouvement de masse. Donc le spiritisme, il y a une cérémonie qui est la séance de table tournante. Alors, 2 secondes pour passer le micro juste à Florence, pour savoir, vous qui êtes médium, Florence, est-ce que vous avez participé justement aux tables tournantes? Alors, j'ai fait ce genre d'expérience quand j'étais jeune. C'est pas du tout ce qui me branche. Je ne suis pas du tout spirit comme ça. Donc moi, je n'appelle pas, je ne fais pas de table tournante, je ne fais pas de Pourtant, vous Ouija, faites la communication avec le monde des défunts. sans appeler. C'est-à-dire que si les défunts ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Donc je n'appelle pas, je ne provoque pas. Le spiritisme, on appelle. Et ça, je ne fais pas parce que c'est très dangereux. On ne sait jamais, en fait, quand on appelle, si c'est la bonne âme qui va intervenir. Et il y a eu beaucoup, je vois beaucoup de dégâts avec ça, il y en a eu beaucoup. Les tables tournantes, le Ouija, tout ça, ça se fait un peu moins. Mais ça se fait dans certains cercles spirites. Vous savez, actuellement, hein, il y a une étude, je l'ai écoutée hier, sur TikTok. Hein, là, c'est vraiment TikTok, oui. le réseau social en plein boom. Sondage, 60% des jeunes croient aux phénomènes paranormaux. Je referme la parenthèse. Oui. Revenons-en à la table tournante. Oui. Au départ, c'est-à-dire vers 1850, vers 1900. Pour entrer en contact avec les défunts, il fallait organiser une séance de table tournante. Bon. Et pour organiser une séance de table tournante, il fallait avoir la présence d'un médium. Ça, c'est la doctrine spirite qui le dit. Et, disaient les spirites toujours d'avant la guerre, les médiums, il y a plusieurs catégories. Il y a des médiums de division inférieure, il y a des médiums de Ligue 2,
il y a des médiums de Coupe d'Europe. Et selon le médium auquel vous avez affaire, évidemment, les phénomènes seront différents. Alors, si vous prenez un médium qui joue le championnat régional de Languedoc-Roussillon, estimez-vous heureux si la table bouge et répond à vos questions. Bon. Si vous prenez un médium de Ligue 2, ben, vous aurez peut-être des bruits, des instruments de musique qui joueront tout seuls. Et si vous avez, par bonheur, la chance d'avoir affaire à un médium, alors là, du niveau Coupe d'Europe, eh bien, vous verrez des ectoplasmes. Le mot ectoplasme, mon cher Georges, est un mot scientifique. Ça n'est pas seulement une des insultes du capitaine Haddock. Oui, je vous coupe avant d'aborder les ectoplasmes. Pour rester sur le domaine des tables tournantes, quelle explication est-ce qu'il faut des forces surnaturelles pour faire bouger la table ou pas? Moi, je ne pense pas. Mais je pense que quand on se focalise sur le mouvement de la table, on passe à côté de l'essentiel. Bon, on va le dire franchement, les tables bougent parce qu'on les pousse sans s'en rendre compte. Mais c'est pas ça le problème. Ça, on s'en moque. C'est le physicien Faraday qui l'a démontré. Les mouvements des personnes, les mouvements inconscients des personnes qui sont autour de la table se coordonnent. Et ça y est, les crispations musculaires, la table se met à osciller. On l'appelle tournante alors qu'en réalité, elle oscille pour pouvoir frapper. Bon, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, il commence à partir du moment où, grâce au dialogue avec la table tournante, on obtient des informations qu'on ne devrait pas pouvoir obtenir. C'est là qu'est le paranormal. Dans les informations qui arrivent et pas dans le mouvement de la table. Mais malheureusement, moi j'ai assisté à des dizaines, pour dire à des centaines de séances de table tournante, au point qu'à l'heure actuelle, si on me propose, ça m'ennuie. J'ai écouté, il y a un bon film à la télé ce soir, parce que j'en ai vu tellement. Mais systématiquement, on organise une séance de table tournante. Dès qu'elle commence à bouger, il y a toujours un cri, c'est toi qui la pousse. Or, ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de bien enregistrer le dialogue et éventuellement de constater que ce dialogue apporte des informations qu'on ne pouvait pas obtenir. C'est ça. Et donc, la science constate... Oui, elle n'explique pas, mais ça, c'est vrai en général pour tout le paranormal. Bien sûr. Bon. Et donc, alors, revenons à l'essentiel. Ouais. Si vous avez la chance, concours de circonstances, d'avoir un médium, alors vraiment de catégorie super premium, eh bien... Mbappé. Voilà, le Mbappé de la médiumnité, vous verrez apparaître des ectoplasmes. Ectoplasme, le terme a été proposé par le professeur Richet, qui était un prix Nobel de médecine, le découvreur de l'allergie, et qui s'intéressait beaucoup à la parapsychologie, parce que le fantôme, si c'est un fantôme, a l'air de sortir du médium, du corps du médium, donc de passer à travers sa peau, d'où le terme d'ectoplasme. Alors, le problème, évidemment, du scientifique, c'est qu'est-ce que c'est que ça que c'est? La substance. Voilà, la substance. Comment ça se passe? Par quel mécanisme? Nous avons un bonhomme ou une bonne femme qui est là, on est autour, on est concentré, et puis au bout d'un moment, on sent comme une espèce d'odeur, comme de l'éther, et du corps du médium sort une substance blanchâtre qui prend forme et qui va un peu se déplacer dans la pièce avant de regagner le corps et de disparaître. Donc le problème du scientifique, je me répète, qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Nom de Zeus. Et donc, a-t-on un dossier scientifique qui prouve la réalité des ectoplasmes? Eh bien, à mon avis, alors là, je vais m'engager dans le débat sur l'ectoplasmie, du débat entre chercheurs. À mon avis, il n'existe qu'un seul cas qui ait échappé à toutes les critiques. Mais un seul cas, ça suffit. Ça suffit. Oui, on n'en a pas besoin de 40. Les sceptiques disent « montrez-moi un cas », mais nous leur répondons « nous en avons un ». C'est celui d'un Polonais, Franek Kluski,
qui est venu être étudié à Paris justement par un groupe dirigé par Charles Richet en 1919-1920. Concernant Flanek-Kluski, la discussion a duré presque un siècle et c'est indiscutable. Indiscutable, et pourtant, là, je vous coupe, je vois la définition de Wikipédia sur Gluski. 1873-1943 était un médium et charlatan polonais. Oui, mais si vous allez voir sur Wikipédia, malheureusement, il n'y a que des charlatans. Les médiums honnêtes n'existent pas, d'après Wikipédia. Non, mais c'est bien de le préciser. Et ce qui prouve que Parce Wikipédia... que fait une référence toujours à Wikipédia. Oui, malheureusement, ce qui prouve que Wikipédia est soit formellement très mal informé, soit au contraire orienté. Et moi, je dis orienté. Je dis, si vous voulez des renseignements sur l'état scientifique des connaissances en matière de paranormal, surtout n'allez pas sur Wikipédia. Vous n'y trouverez que des bêtises. D'entrée, vous voyez, Voilà. Flanek-Kluski qualifié de médium Charlatan. et charlatan, dès les premières lignes. Mais c'est insupportable, ça. À la rigueur, qu'on pense que c'est un charlatan, mais on le dit à la fin. On dit, voilà, les pièces Mais du on ne le dossier. présente pas de cette manière-là. On ne le présente pas comme ça. On le dit à la fin, en conclusion. On dit, voilà, on a étudié le dossier, et d'après telle et telle pièce du dossier, nous pensons que dans telle circonstance, il y a eu trucage. Voilà. Mais ceci dit, donc, si le dossier Kluski ne peut pas être honnêtement remis en cause, reste qu'il est ancien, et que ça pose une question, puisqu'avec Kluski, on a vu des ectoplasmes, pourquoi n'ont-ils pas fini dans une éprouvette? Vous me le demandiez tout à l'heure. Oui, totalement. Quelle est la substance? Eh bien là, il y a un autre problème qui s'est posé, un problème technique. La première réaction du scientifique qui voit une ectoplasme, c'est effectivement « Où sont mes éprouvettes? Vite, j'en veux un morceau !» Mais à ce moment-là, le médium vous dit, si les choses ne vont pas à leur terme, si l'ectoplasme ne regagne pas mon corps, je suis en danger de mort. Alors, si vous êtes dans cette situation... Oui, mais là, c'est un peu facile, ça. Voilà, ça y est, il a lu Wikipédia. Hein, et ça vous a fait... obligé de contrebalancer. Ça vous a fait du tort de lire Wikipédia, Georges. Bon, donc, effectivement... On peut penser, il n'a pas envie qu'on récupère une partie de cette matière, parce que si on la récupère, on va peut-être trouver des choses qu'il n'aurait pas envie qu'on trouve. Mais dites, c'est aussi une drôle d'attitude, ça. Ça revient à traiter les gens de charlatans d'emblée. En réalité, il faut se dire, et pourquoi ne serait-il pas honnête en nous disant ça? Pourquoi, à partir du moment où il dit ça, serait-il menteur? Bien sûr, on a la réaction de dire « il dit ça parce qu'il cache quelque chose ». Mais on n'a pas la preuve qu'il cache quelque chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il le dit. Donc il faut s'y prendre autrement. Et avec Kluski, l'équipe du professeur Richet a eu l'idée de faire des moulages de l'ectoplasme, qui existent toujours. Et ces moulages... ont une caractéristique. Ont un certain nombre de caractéristiques. Ouais. Qui sont tout à fait anormales, et on peut même dire paranormales. D'abord, il faut savoir qu'avec Kluski, l'ectoplasme prenait une forme particulière. Une fois que la forme fantomatique était bien apparue, elle se fragmentait et on voyait des mains, des pieds et des bas de visage. Et ce sont ces mains qui ont été moulées. Alors c'est un procédé assez simple. C'est un procédé, par exemple, qu'on utilise quand on veut refaire une statue ancienne qui a été abîmée par la pollution. Il faut que l'objet qu'on veut traiter, en l'occurrence la main fantôme, plonge dans un bac de paraffine. Alors là, il y a un pari. Monsieur Kluski, s'il vous plaît, pouvez-vous, par votre volonté, diriger cette main vers le bac de paraffine, qui est la paraffine fondue? Et ça a marché. C'était un pari qui a été gagné. Donc, la main... Mais à l'époque, ils n'avaient pas tous les éléments. Au niveau illusionniste, trucage... Mais si, qu'est-ce que vous croyez, non, genre, mais je vous fais réagir, il y avait des illusionnistes dans la salle. Kluski, il était fouillé, il subissait un examen médical. On examinait, nous disent les comptes rendus, tous ses orifices naturels.
parce qu'on était pudique à l'époque. On ne disait pas on allait de la bouche jusqu'au bas du corps. On dit tous les orifices naturels. On lui faisait enfiler un pyjama spécial dont l'extrémité des manches était cousue. Pendant toute la séance, il y avait à droite et à gauche un costaud qui le tenait. Bon, et en plus, il y avait un illusionniste qui observait. Oui. Bah, alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais pourquoi il exigeait une cabine noire derrière? Ah, non, pas Kluski. Pas Kluski. Ce sont dans d'autres cas qui disaient, pour que l'ectoplasme apparaisse, d'autres médiums, alors qu'ils eux sont plus douteux, il faut que je passe derrière le paravent, là. Et quand je serai derrière le paravent, vous verrez l'ectoplasme sortir. La cabine spirit. Bon, alors là, effectivement, on peut Wikipédier. Hein. Mais pour Kluski, pour en parler, au lieu de le traiter de charlatan, il faut étudier les dossiers. Ils existent, on sait où les trouver. Il faut s'informer. On sait où les trouver. Ils ont été publiés dans des revues à caractère scientifique à l'époque. Ces revues sont à la Bibliothèque nationale. Je les ai lues, moi. Et il semble que les gens de Wikipédia ne sont pas allés jusqu'à les lire. Ah, certes. Bon, et donc quand on voit les conditions d'observation, il n'y a aucun doute possible. Bon, alors, ceci dit, Kluski, il nous dit attention, je risque ma peau si vous récupérez l'ectoplasme. Donc, on a l'idée du moulage. Et ces moulages donc, ont été conservés. On a les mains, parce que quand la main fantôme sort de la paraffine, elle est recouverte d'un gant de paraffine. Quand elle disparaît, quand elle regagne le corps du médium, il reste le gant. Et dans le gant, on coule du plâtre. Et donc, quand on les observe, on découvre un certain nombre de caractéristiques. Là, je vais me tourner vers la caméra numéro 18. Vous voyez, vous avez par exemple une main fantôme qui est comme ça, avec le doigt levé. Bon, ben, essayez de quitter un gant en tenant vos doigts dans cette position. Vous en avez un autre moulage où les deux mains fantômes se croisent, comme on croise les mains. Essayez de quitter des gants en ayant les mains croisées. Bon, et ainsi de suite. On a réponse à tout. Hein. Quand on dit le cas est authentique, on a réponse à tout. Mais en plus, quand on examine les moulages, on trouve des choses. On s'aperçoit qu'il y a les marques, il y a les lignes de la main, mais que ces mains sont de taille plus petite que des mains d'adultes. Alors que les lignes de la main et tout ce tintouin sont ceux d'une main d'adulte. Autrement dit, ces mains fantômes intéressant, ça. Étaient des mains d'adulte. Oui, mais pourquoi Wikipédia ne le dit pas? Oui. Ces mains fantômes étaient des mains d'adultes en réduction. Et alors là, il n'y a qu'un seul mot à ajouter. Les mains d'adultes en réduction, ça n'existe pas dans la nature. La main d'un enfant, la main d'une personne de très petite taille ne présente pas les mêmes caractéristiques que la main d'un adulte. Oui. Alors, où on en est à l'heure actuelle? C'est une preuve irréfutable, ça, dites-moi, pour un scientifique. À mon sens, oui, c'est une preuve irréfutable. Mais, encore une fois, Wikipédia, personne ne le leur a dit. Bon, pas que, il y a d'autres... Ils sont habillés pour l'hiver, Wikipédia. Oui, absolument. Mais moi, j'aimerais bien quand même que Florence, Patrick puissent rebondir sur les ectoplasmes, justement. Alors, les ectoplasmes, moi, j'en ai jamais vu, personnellement. Voilà. J'ai vu une ou deux photos sur Internet, et non sur Wikipédia. Et cette méthode-là, c'est-à-dire le médium spirit qui sort un ectoplasme et tout, sincèrement, je suis médium, mais je ne suis pas une grosse courageuse non plus. Ça me fait plutôt peur. Donc, je n'ai jamais voulu aller voir ce genre d'expérience. Ça, c'est sûr. Donc, je ne suis pas une férue branchée d'ectoplasme. Hein. Oui. Ça existe. Je ne sais pas si ça existe en France. Il y en a encore au Brésil, effectivement, etc. En Angleterre, je sais qu'ils font aussi des choses. Mais je ne suis pas super branchée dans tout ce qui est spirit et appel, et surtout démonstration comme ça. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas si c'est des charlatans. Le professeur Lignon n'a pas tort non plus. Hein, Lignon, bon, on ne sait pas si c'est du charlatanisme, si c'est du réel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Ouais. Et Patrick, concernant les ectoplasmes, vous qui étiez enquêteur, ça aurait pu être un enquêteur d'ectoplasmes. Personnellement, je n'en ai jamais vu non plus. Voilà. Bon,
Donc, Yves, on a fait un petit peu le on en tour arrive à un médium. autre point intéressant, Georges. Oui, Pourquoi n'observe-t-on plus des ectoplasmes j'allais à vous l'heure poser la actuelle? question. Pour quelle raison? Alors d'abord, dire qu'on n'en observe plus, c'est aussi un coup à la Wikipédia. Décidément. Donc, d'après ce Donc, que je comprends, il existe actuellement des médiums à Disons production plus physique. prudemment qu'il existe un certain nombre de cercles spirites dans le monde qui prétendent avoir dans leur rang un médium à ectoplasme. Surtout au Brésil. Voilà. Au Brésil, bon, je pense que le Brésil est un peu douteux, mais c'est pas la question de fond. Bon, mais le fait, c'est qu'il y a des cercles spirites contemporains de nos jours qui disent nous avons des médiums à ectoplasme. Ouais. Et à propos de Kluski, mon ami Michel Granger, qui est un ingénieur chimiste, qui a mon âge, à quelques mois près, a travaillé toute sa vie sur l'ectoplasmie. Il a publié un livre, alors je ne l'ai pas porté, parce que c'est un livre format dictionnaire, vous voyez. Mais on va le rechercher, on le mettra à l'écran. 1000 pages qui sont une compilation d'études de cas d'ectoplasmie, et il met une note à la fin. Il dit, pour moi, Michel Granger, authentique, pas authentique, très douteux, etc. Bon, il y a 1000 pages, ce qui veut dire que l'ectoplasmie, ce n'est pas finalement un phénomène ultra rarissime. Alors, le tome 1 est disponible, tiens, parlons-en un peu. Il suffit de taper « Mouvement spirit francophone », parce que c'est ce mouvement qui a financé la publication du livre. Et le tome 2, aussi épais que le premier, est sous presse, dernière nouvelle. Donc, si vous voulez vraiment connaître le dossier scientifique de l'ectoplasmie, avec ses bons côtés, comme Kluski, avec ses mauvais côtés, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les groupes scientifiques trouvaient normal de rémunérer les médiums. Et ça aussi, ça donne des idées, évidemment. C'est certain. Des idées, de mauvaises idées. Donc tout est répertorié là-dedans, mouvement spirit francophone, et vous verrez que le dossier, je vous dis, il est aussi épais qu'un dictionnaire. C'est enregistré. On referme la page provisoire scientifique des ectoplasmes. Et maintenant, on va ouvrir la page de la médiumnité, puisque nous avons le grand plaisir d'avoir plusieurs médiums ici même, et notamment Florence Hubert. Alors, Florence, quelle différence entre voyance et médium ? Alors, en fait, il n'y en a pas. Médium, ça veut dire intermédiaire. Donc, un voyant, c'est un intermédiaire aussi. La voyance, entre la voyance et le fait de rentrer en contact avec une âme, voilà, eh bien là, il y a une différence. La voyance, c'est le décryptage de flash ou de cartes, et on dit aux gens leur avenir, c'est-à-dire la tendance, parce que c'est toujours délicat, la voyance, d'annoncer à quelqu'un ce qu'il va faire, ou de lui dire « oui, c'est l'homme de votre vie », souvent la question qui revient, parce qu'il y a tellement de paramètres à droite et à gauche qui sont dans la vie de la personne qu'on a en face, qu'on ne sait pas bien, en fait. Donc la voyance, on peut en faire, mais c'est une tendance. Et moi, quand j'en fais avec le tarot, et Stéphanie en fait aussi, et quand on fait de la voyance, on ne dit pas « vous allez faire ci » ou « vous allez devenir ça » ou « vous devriez faire ça », parce que ça, on induit. Et les gens qui viennent nous voir en voyance, ils sont dans une position quand même un peu de faiblesse, sinon ils ne viendraient pas voir un voyant. Oui, totalement. Voilà, donc la voyance, on en fait. Amour, argent, profession, généralement, c'est les 3 grands sujets. Voilà, argent. Oui. Où est-ce que ma mère a planqué le magot dans la maison qui va être vendu? Ça, je l'ai eu, voilà. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, moi, j'en fais sur 6 mois, 8 mois, mais pas plus, parce qu'il y a beaucoup d'interférences de vie, en fait. Et le contact avec un défunt, donc c'est complètement différent. On ne se sert pas de cartes et on a un contact avec un défunt, mais je ne l'appelle pas, c'est-à-dire je ne fais pas de spiritisme. Il passe ou pas. Oui, c'est la différence. C'est la différence, voilà. Entre vous et le spiritisme. Voilà. Le spiritisme stricto sensu, le spiritisme selon la doctrine stricte. Absolument. Voilà, c'est ça. Et donc là, le défunt passe si l'âme souhaite passer ou si l'âme ne souhaite pas passer. C'est-à-dire que si les gens viennent me voir avec une photo, par exemple, parce que la maman a perdu son enfant, etc., et que l'enfant ne passe pas, aïe. Et si c'est belle-maman qui passe, double aïe.
Mais moi, s'il passe pas, je vais pas lui dire « Est-ce que tu veux passer ?» Il vient ou il vient pas. Voilà. Absolument. Alors, pour permettre à nos auditeurs et auditrices de mieux vous connaître, Florence, à partir de quel âge vous avez eu ce sentiment d'avoir quelque chose de plus que les autres, peut-être? Alors, très jeune, 6 ans. Oui, 6 ans où j'allais dans ce fameux, je l'écris dans mon livre, dans le dépôt pharmaceutique de mon père, puisque mon père était répartiteur Alors, c'est pharmaceutique. quand la médiumnité s'impose. Voilà. Et que j'allais chercher un tube de dentifrice, par exemple, qui était au fin fond de l'entrepôt, qui me paraissait tellement grand, mais tellement normal, maintenant que je l'ai revu, puisque j'ai grandi aussi, et que mon frère Didier, qui n'est plus, m'accompagnait et me disait « écoute, vas-y, ma sœur ». Bon, alors j'y allais. Et que j'entendais mon prénom, c'est perturbant, hein, Florence, Florence. Je sentais des choses, et que je revenais à l'appartement, et que mes parents me voyaient, et que mon père me disait « Mais t'as vu des fantômes, t'es toute blanche ?» et je lui disais « Oui ». Et puis il me dit « Oh, t'es une comédienne, t'es comme Sarah Bernard ». Voilà. Bon, voilà. Donc ça, moi, c'était pas facile, hein. Donc très jeune, en fait, ça a été comme ça. Donc je me suis habituée. Et puis après, ça n'a pas été super facile ado. Parce que ado, j'avais tendance à juger, à percevoir des choses. Et je voulais être ado. Je voulais être avec mes copains et copines, moi, être comme tout le monde. Donc, c'était pas simple à gérer pour moi ces deux parties de ma vie, là. Voilà, mais j'ai fait avec. Mais il y a eu un tournant dans votre vie. Il y a eu un grand virage. Voilà. Ouais, la NDE. La NDE. Expliquez-nous comment ça vous est arrivé. Alors, c'était le 25 août en Corse, 2001, en Corse. Et mon mari de l'époque, qui n'est plus mon mari, parce que c'est un cartésien fini qui croit en rien, voilà. Donc, me dit, on va aller plonger. Donc, oui, moi, j'aime la plongée. J'aimais la plongée. Je n'ai pas replongé depuis. J'aimais la plongée. Et il me dit, on va aller plonger et on va aller voir les mérous qui sont à 41 mètres. Alors, en plongée, ça ne sert à rien d'aller à 41 mètres. On ne voit rien. On y va à la torche. On descend. On était 4. Et donc, il y avait un contexte quand même, Georges. Hein. J'avais pas envie d'y aller. Parce que la plongée, il faut avoir envie. Vous aviez un ressenti. J'avais un ressenti. J'avais pas envie. En fait, j'ai fait plaisir. Voilà. Des choses que j'ai appris à ne plus faire, d'ailleurs. Et donc, j'ai plongé. Et arrivé à 41 mètres, tout va bien. Je gratte le sol. Il y a plein de petits poissons qui viennent manger tout ce que je soulève. On contrôle le manomètre, l'embout, la bouteille. Tout va bien. OK. Et on file. Et j'étais la dernière des 4. Donc... Et on est passé, en fait, ça allait. Et puis, il y a quelque chose que j'adorais faire, c'est prendre mon masque, l'enlever, le remettre. Enfin, l'enlever, le soulever pour qu'il y ait de l'eau dedans et avec le nez souffler pour que... Je jouais, moi. Et puis, à un moment donné, on passe, il y a 2 gros cailloux, on nous fait voir, celui de devant nous montre qu'il y a des mérous, il faut se dépêcher, on passe. Et là, le drame, le drame, quoi, plus d'air. Plus d'air. C'est pas de l'oxygène, plus d'air dans la bouteille. Donc, je souffle. On voit sa vie défiler à ce moment-là. Ah là, je vais vous dire que quand je vois des films de plongée sous-marine, oui. Rien que le bruit... Ça vous interpelle. Rien que le bruit, je supporte plus, moi. Et donc, et là, une fois, de l'eau. Je me dis, attends, Florence, une deuxième fois, de l'eau. Alors là, je prends un caillou, je tape sur la bouteille, donc ça fait du bruit. Et là, je fais... non, pas d'air, hein. Donc là, mon ex-mari revient et je lui dis, j'ai pas d'air. Et en fait, il prend mon embout, il me donne son embout, il prend le mien. Et dans son embout, donc je souffle, je respire, de l'eau. Et avec le mien, lui, il avait de l'air. Oh. 3 fois, hein. 3 fois, j'ai dit là. J'ai regardé en haut, j'ai dit 41 mètres. J'ai regardé en bas, j'ai dit, tu meurs, t'es morte. Donc j'ai respiré une 4e fois. Bon, bref. Et là, j'ai du coup enlevé le masque. Enfin, j'ai tout ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait. Donc là, un moment de panique. Panique complet. Et là, j'ai dit, meurs. Pour mourir, vas-y, meurs. Et là, à ce moment-là, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est qu'à ma droite est arrivé une espèce de chamallow doré, gros chamallow doré. Ah, waouh! Et là, j'ai dit, il faut que j'y aille. J'ai dit, il faut que j'y aille. C'est-à-dire que j'étais plus dedans, moi.
J'étais à côté de moi. Parce que pendant ce temps-là, ils avaient dégonflé mon gilet stabilisateur et puis commençaient à la remonter, parce que c'était pas possible, quoi. Mais remonter de 41 mètres à 0 sans faire de palier, c'est impossible. Donc ils remontaient comme ça, tout doucement, avec moi. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais dans mon chamallow doré. Donc j'étais bien, comme si j'étais dans un grand 8, toute vitesse, toute beurzingue, comme on dit chez nous. Et à toute beurzingue, et j'arrive là, dans une pièce qui fait 2 fois et demi, c'est là, toute blanche. Et moi, Florence, je sens, on me pose par terre. L'énergie, l'âme, voilà, qui me porte à ce moment-là, se met à ma droite. Je le vois. Et là, je fais waouh, il est beau. Voilà, comme un moine. Et le temps que je le regarde, je regarde devant moi. Et là, il y avait un banc. Et sur ce banc, quand j'ai été mise à terre, droite, il n'y avait personne. Le temps que je regarde qui était à ma droite, sur le banc, 3 encapuchonnés. Hein. Je ne dis pas que ce sont des moines, hein, des encapuchonnés. Hein. Et celui du milieu lève la tête, avec des yeux d'un bleu. Il me regarde et il me dit et qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant? Ça, je m'en souviens bien. Et moi, je leur ai dit, je reste. Je reste. Et je ne pensais pas à mes 3 enfants. Je ne pensais pas à personne, en fait. Je pensais à mon bien-être. Je respirais, j'étais bien. J'avais confiance dans l'encapuchonné que je voyais sur le côté. J'avais confiance en cet être que je voyais devant moi, avec des yeux d'un bleu pas possible. Ils m'ont fait « Regarde ». Et là, j'ai regardé à ma gauche. Et là, du coup, j'ai vu mes 3 filles. Là, du coup, j'ai vu mon frère, Didier, qui n'était pas décédé à l'époque. L'autre frère, j'ai vu mes parents. J'ai vu tout un espèce de film. J'ai pas fait une aide comme Nicole Dron, où elle a vu beaucoup, beaucoup de choses sur son avenir. Moi, j'étais dans ce que je devais. Et là, je suis revenue. Et l'encapuchonné d'en face m'a dit mais regarde pourquoi tu es venu maintenant. Regarde pourquoi tu es venu sur Terre. Et là, boum, je me suis retrouvée à 15 mètres dans mon gilet dégonflé avec un embout collé sur le nez. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon ex-mari devant, j'ai dit c'est pas possible. Enfin, Revenu. J'ai dit c'est pas possible. C'est un récit incroyable, ça. C'est quand même pas... C'est dingue. Alors, je sais pas ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont fait revenir pour ce que j'étais venue faire. Mais là, j'ai pris le réflexe. Donc, j'ai pris... il ne m'avait pas crevé le gilet stabilisateur, il me l'avait dégonflé. Donc là, j'ai pris le truc, j'ai tout regonflé. Et voilà. Vous êtes remonté avec une mission, mais vous l'aviez déjà, la mission, dès l'âge de 6 ans. Oui, mais je n'ai pas eu une vie difficile, moi, Georges. Oui. Pourquoi voulez-vous que je m'embête, moi, à aller chercher quelque chose pour faire comprendre aux gens que l'invisible existait ou qu'il y a des gens qui étaient morts qui pouvaient communiquer, alors que j'avais une vie qui était sympa? Des beaux-parents qui croyaient en rien, alors allez leur expliquer le bazar. Oui, mais j'en reviens. Vous aviez une vie sympa, mais dès l'âge de 6 ans, vous aviez le contact avec, entre guillemets, le monde des défunts. Le monde invisible. Voilà. Donc, c'est compliqué à gérer. Ça a été compliqué dans ma vie à gérer. Mais pour revenir maintenant à votre état de médiumnité, est-ce qu'on peut avoir des flashs à la demande, comme ça? Quelqu'un qui vient vous trouver, je veux rentrer en contact avec mes parents. J'appelle ça l'open bar, moi. Oui. Non. Non, c'est pas possible. Bah non, il ne faut quand même pas exagérer. On n'est pas non plus... je trouve que là, c'est abusé. Et là, je rejoins peut-être M. Lignon. Non. On doit rester maître de son véhicule. Et c'est complètement déplacé d'avoir des... vous n'avez pas un message pour moi? Un petit truc, là, vite fait sur le gaz? Non, on n'a pas un truc vite fait sur le gaz, quoi. Il y a une préparation. On ne peut pas être comme ça instantanément dans le truc, hein. Voilà. Donc, en consultation, quelqu'un qui vient vous voir et vous n'avez pas ce flash, vous lui dites carrément, non, je ne peux pas... Ah oui, alors les gens qui viennent me voir de 300 km, comment ils font? Oui, et alors? Ils rouspètent. Ça vous arrive souvent? Non, heureusement, mais ça m'arrive. Ça m'arrive. Juste avant de passer, pour qu'il nous fasse le débriefing de tout ce qu'il a entendu, ça va être intéressant. Un petit mot, bien sûr, à Patrick, qui lui aussi a ce ressenti de médium, Patrick.
Et vous avez pu quand même le vérifier dans votre profession de policier. Ça va interpeller notre ami Bébel, s'il permet. Oui, après, on a le même parcours, je dirais, avec Florence. Au même âge, on a eu des perceptions, hein, mais des choses qui faisaient peur. Hein. Moi, ça me faisait peur, ça m'a perturbé énormément. Et dans la police, en fin de compte, ça m'a servi dans les auditions, dans les interrogatoires, où je percevais les questions à poser, ne pas poser, les moments de silence qu'il fallait adopter, et jusqu'à ce qu'un jour, je sois confronté à une apparition dans une enquête. Voilà. Et je pensais que quand j'étais fou. Quand vous étiez à Paris. Oui, quand j'étais à Paris. Parce qu'il y avait une autre affaire à Toulouse. Oui, et ça c'était bien après. Oui, c'était bien après. Bien. Et l'affaire de Paris, c'est ce que j'ai appelé l'affaire Tati Daniel. C'est une âme qui était dans les lieux. Nous, on avait été chargés de la poursuite d'une enquête par le procureur de Paris. Et on n'avait pas dans le cadavre. On a été saisi de l'enquête 3 mois après. Donc, naturellement, il n'y avait plus de cadavre. Et quand je suis rentré, moi, dans la chambre, dans l'appartement, pour faire les constatations et la perquisition, il y a une dame qui m'est apparue et je l'ai vue comme je vous vois. Et elle m'a parlé. Et donc, nous, dans le dossier de la victime, on n'avait que le nom, le prénom, mais aucune photo. On savait juste qu'elle était morte d'avoir... Ah, elle m'a vu, elle m'a parlé. Et là, je me suis dit, je suis bon pour l'asile de la Nemeuse en Pinance. Surtout ne pas en parler à mes collègues ni à mes chefs. Et là, elle m'a parlé, elle s'est mise en colère. Si, vous me voyez, vous m'entendez. Et j'étais seul dans la pièce. Et là, elle me dit, c'est les jeunes qui ont mis le feu à ma porte, c'est les jeunes. Et là, ma guide m'a envoyé l'affiche du film Tati Daniel, pour me faire comprendre qu'elle était, comme le personnage de ce film, une personne pas facile. Et là, j'ai eu une connexion un peu plus importante avec elle, je dirais, je l'ai mieux sentie. Je lui ai répondu, je lui ai dit qu'elle était décédée, qu'il ne fallait pas qu'elle reste dans les lieux. Et elle est partie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir mes collègues, parce que je les avais tous magnétisés, donc ils me faisaient confiance. Un peu. Et je l'ai décrite. Et là, c'est un collègue, une demi-heure après, qui vient avec la carte d'identité. Il me dit, mais c'est celle que tu as décrite. Oh. Et j'étais vraiment content de voir que c'était bien la personne que j'avais décrite. Belle satisfaction. Voilà. Et on a sorti l'affaire 5 mois après. C'était bien des jeunes qui avaient mis le feu à sa porte. Ça, c'est extraordinaire, ça. Hein. Mais là, je ne m'y attendais pas. Je n'avais rien provoqué. Hein. Franchement, ça m'est tombé dessus. Je vais céder le... Oui, venez, vous pouvez vous rapprocher du micro, parce que vous êtes également fonctionnaire. Exactement. Donc il m'est arrivé un peu une histoire similaire à la vôtre, pas dans le même contexte, mais nous un jour on nous a ramené une urne, en fait, parce que c'est des gens qui ont vidé un garage, et qu'ils ont retrouvé une urne en fait dans ce garage, et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils nous l'ont ramené à la police municipale, donc nous, le temps de la remettre au personnel du cimetière, ça a pris 1 à 2 journées, donc on nous a laissé cette fameuse urne justement dans le poste de police. Et à un moment donné, je tapais mon rapport de police, incroyable mais vrai, j'éteins l'ordinateur, je fais ce que j'ai à faire, je remonte en salle de repos où il y avait mes collègues, et l'ordinateur, alors qu'on a des ordinateurs qui ne se mettent pas à chanter, il n'y a pas de musique, il n'y a rien dessus, s'est mis bizarrement à produire de la musique, et ça devant témoin. Je descends avec mes collègues et tout, ils me disent « mais c'est pas possible », parce que ces ordis sont justement conçus pour travailler et non pas pour... Vous êtes un ancien de la police, vous savez comment ça se passe. Donc du coup, je pense qu'il y a une cause à effet, et cette urne n'y est pas pour rien justement. Donc... je vous rejoins un petit peu là-dessus. C'est comme quand on va faire des scellés de cercueil. Hein. Nous, il s'est passé des choses quand on va dans un funérarium ou sur une découverte de cadavres. Il se passe souvent des choses assez étranges. Souvent. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça peut être, bien sûr, une émission prochaine. Oui. Allez, je vous cède le micro, mon cher Yves. Je vais faire le prof. Vous avez utilisé le mot cartésien. Mais je n'en peux plus d'entendre ce mot cartésien utilisé... Attendez, prenez mon micro et cédez le micro, comme ça ils pourront vous répondre. Voilà. Oui, ben tout le monde le fait. Tout le monde utilise ces cartésiens. On doit dire matérialiste, scientiste, parce que cartésien, ça ne convient pas du tout à ce qu'était Descartes. Au contraire. Descartes, il a quand même dit cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est bien une profession de foi spiritualiste. Ce qui est carré chez Descartes, c'est son discours de la méthode. Quand il dit, vous avez un problème,
prenez les difficultés l'une après l'autre, en commençant par les plus simples. Ben là, il faut, alors à ce moment-là, il faut en parler à nos profs. Mais oui, hein, mais bien entendu. Nous, on est formatés comme mais ça. Je le disais encore ce matin sur Facebook, j'avais l'occasion de le dire, le mot cartésien, quand on dit « moi, je suis cartésien, il est cartésien », c'est employé à contresens dans la quasi-totalité des cas. Bon, alors ça, c'est le mauvais point pour vous, puisque vous l'avez employé. Alors, par contre, le bon point, j'ai énormément apprécié ce que vous avez dit de la voyance. Effectivement, je pense que souvent, par voyance, on perçoit ce qui est l'équivalent d'un mécanisme au repos. Et puis l'avenir dira si ce mécanisme se met en marche ou pas. Et vous percevez un moteur, et peut-être qu'on mettra la clé de contact, peut-être qu'on ne la mettra pas, mais vous connaissez l'existence du moteur. C'est ça la voyance. Moi, c'est un des premiers cas que j'ai étudié, je le raconterai une autre fois, Georges, parce que le temps passe. C'était très illustratif. Bon, voilà. Alors, pour le reste, médium intermédiaire, nous en revenons aux deux définitions de médium. Quand vous dites intermédiaire, c'est bien sûr intermédiaire avec les personnes décédées. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème parce que on n'a pas la preuve au sens scientifique que les personnes décédées peuvent se manifester. Mais vous l'aurez peut-être jamais. Mais on l'aura peut-être jamais, je n'en sais rien. Je parle au présent, je dis on n'a pas la preuve. Alors attendez, Monsieur Lignon, vous n'avez pas la preuve. Moi j'ai fait vendredi une médiumnité publique avec Stéphanie qui est là. La médiumnité publique, c'est spécial. On est devant des gens qui sont en attente. Et puis l'attente, elle n'est pas des moindres, je peux vous dire, et on n'est pas raté non plus au niveau des critiques, hein, parce qu'on trempe la chemise. Hein. Là, on a des mots. On est incapable pendant 1 heure, avec 150 personnes en face, de faire du mentalisme. C'est impossible. Ça, je le sais bien. On a des mots, on a des expressions, on a des mimiques, on a des choses qui prouvent aux gens qu'on est bien en contact avec quelqu'un de leur famille, alors que ne pensent même pas, ces gens-là, à la personne qui arrive. Alors, là, on ne peut pas le prouver, Monsieur Lignon. Vous cherchez à prouver, moi je ne cherche pas. Je suis comme Bernadette, hein, je vous le dis. Hein. Moi je le dis, je ne cherche pas à le prouver. Mais il faut quand même admettre que quand on donne des dates, des prénoms, des surnoms, le départ, la cause du départ, un animal qui passe, le prénom de l'animal, la cause du départ, et que tout ça, ça se passe en l'espace de 3 minutes, je peux vous garantir que dans notre tête, c'est hyper chaud. Mais ça, moi, je suis persuadé que vous êtes effectivement capable de donner ce genre d'informations. Mais on ne peut pas le prouver. Ah, mais si, on peut prouver que ces informations sont exactes. Oui. Puis après quoi, l'interpréter comme étant une manifestation de la personne décédée que vous décrivez, c'est une interprétation. Bien sûr, puisque ce n'est pas moi qui suis décédé, j'interprète. Oui, non, mais c'est vous qui l'interprétez, mais c'est en toute bonne foi, et les gens qui vous écoutent sont d'aussi bonne foi que vous. C'est une interprétation. On n'a pas la preuve que vous êtes en communication avec une personne décédée. Comment voulez-vous l'avoir, la preuve, ça, j'en sais rien. Voilà. Mais cherchez, c'est bien qu'il y ait des gens comme vous. J'espère que Zoé et Asmodée me laisseront assez de temps pour avancer un petit peu. Non, mais c'est bien qu'il y ait des chercheurs. Cette preuve, on la cherche. Simplement, effectivement, vous avez des informations, ça c'est une certitude. Le sens que vous donnez à cette information et que le donnent ceux qui vous écoutent, c'est que vous communiquez avec des personnes décédées. Mais c'est vraiment une interprétation. Bien sûr. Le fait scientifiquement établi, c'est la réalité, l'authenticité des informations. Bien sûr. Et ça, justement, si on discute cette authenticité, on n'est pas scientifique. Alors comment vous cartésien, comment vous comprenez l'incorporation? Comment vous la comprenez, l'incorporation d'une âme dans un médium, et que le médium change même de visage? Mais je le sais, il peut changer de visage, il peut changer de voix. Oui. Ça fait partie des mystères. Voilà. Ça fait partie des mystères, effectivement. Le médium s'identifie presque physiologiquement à une personne décédée. Oui. Ce qui résume
le paranormal en général et la parapsychologie en particulier, tient l'occasion de faire la différence. Le paranormal, c'est beaucoup plus vaste que la parapsychologie. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler une fois de plus sur le suaire de Turin. C'est du paranormal. La parapsychologie, c'est la partie du paranormal qui est liée au comportement humain. Bien Donc, sûr. par exemple, la voyance. Bien sûr. Donc, c'est bien un problème presque philosophique. La réalité des faits est établie, on peut dire de manière certaine, depuis justement les années 1920. Et on n'avance absolument pas dans la compréhension, dans la découverte du mécanisme de ces faits. Mais il faut faire la différence, je crois. Ça, c'est le prof qui fait son cours. Entre les faits eux-mêmes et le sens qu'on donne aux faits. Et le fait de donner un sens aux faits, dire je pense que ce que je vis quand je fais de la médiumnité en public, c'est une communication avec les personnes décédées, ça ne justifie pas que chez Wikipédia, on hurle au charlatan. On aura compris. Nous arrivons presque au terme, hélas, de cette émission. Un mot de conclusion, mais j'aimerais qu'on puisse donner la parole à votre amie, qui est également médium, pour qu'elle nous donne un petit peu sa conclusion, son ressenti de cette émission. Alors moi, je rejoins évidemment Florence Hubert dans ce qu'elle a pu évoquer. Moi, c'est arrivé d'une autre manière. Je tiens aussi à dire, vous parliez d'ectoplasme, vous parliez de Florence, tu parlais également d'incorporation. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir Joao de Deus au Brésil, qui était un grand ami d'ailleurs de Chico Qui, Xavier. paraît-il, est un escroc et un charlatan. Non, alors vous avez sur Netflix actuellement tout un documentaire sur lui. Alors moi, je peux vous dire que je l'ai vu de mes yeux, d'accord. Je suis passée devant lui dans la Casa de Abadania. J'ai vu cet homme effectivement incorporé par ce qu'il appelle lui les entités, Ignace de Loyola et autres, beaucoup d'entités. Et je l'ai vu à 2 mètres de moi. Je me suis approchée, je me suis agenouillée, il m'a tenu la main et ses yeux marrons sont devenus bleus, mais d'un bleu ciel devant moi. Il a opéré aussi sur des opérations, ce qu'il appelle opérations spirituelles pour guérir les gens. Les chirurgiens en main nue. Il y aurait beaucoup de choses à dire là. Je l'ai vu. Philippin, d'accord, mais au Brésil je l'ai vu également. Par contre, l'opération spirituelle, je l'ai subie. Donc moi, je parlerai effectivement vite fait de cette expérience. Et il faut qu'on reste 24 heures après enfermé à dormir. Moi, je me suis dit, je tiendrai jamais 24 heures. J'ai dormi 22 heures sur 24 heures. Quand je me suis levée le lendemain matin, mes yeux étaient écarquillés. Jamais on m'avait vu un regard comme ça. J'ai senti des mains me caresser, me toucher pendant le sommeil et pendant l'opération spirituelle. C'est ce qu'on reprochait à, justement... Donc, je peux vous dire qu'effectivement, ça a été une expérience magnifique. Et effectivement, non, mais les mains, c'était des mains invisibles. Oui, oui. On est bien d'accord. D'accord, il faut le préciser. La chambre était fermée à clé, les mains étaient invisibles. Et quand je me suis retournée, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me touchait. Il n'y avait personne. Et j'étais empreinte d'un tel amour et d'un tel bien-être qu'effectivement, oui, alors que j'étais seule. Non, mais témoignage aussi intéressant. Monsieur, si vous souhaitez un mot de conclusion et votre ressenti. Oui, bonjour. Moi, mon parcours est un peu particulier puisque on va dire que c'est quelque chose qui est dans ma famille depuis très très longtemps. Que ce soit la médiumnité ou, moi, c'est plus particulièrement la guérison, aider les gens à guérir. C'est plutôt ça. Quand on parle tout à l'heure des médiums et des différences qu'il peut y avoir chez les médiums, je suis complètement d'accord avec Florence. Un moment qu'on se connaît maintenant, qu'on fait pas mal de choses ensemble, il y a beaucoup à dire sur les médiums, il y a beaucoup à dire sur ce qu'on appelle les entités. Est-ce que c'est réellement les âmes de nos décédés qu'on a? Nous, on en est persuadés parce que les informations qu'on transmet sont trop justes. Au dire des gens qui sont en face de nous pour pouvoir en douter. Après, effectivement, c'est pas scientifique. Voilà, c'est... oui, on peut passer le micro à Yves, puisque les dernières minutes... Je vais revenir sur mon introduction, Georges. Seul le doute est cartésien, oui. Mais le doute, ce n'est pas la négation systématique et bornée. Oui.
On est d'accord. Ça a été le début de notre émission. Moi, je m'en tiens là. Totalement. La véritable démarche scientifique, c'est d'écouter, comme on écoutait Kluski quand il disait « il ne faut pas prélever un morceau d'ectoplasme ». Je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Écouter, analyser, en prenant la raison par le bon bout. Voilà. C'est tout. Alors, une personne qu'on a invitée, un mot de conclusion sur ce que vous avez écouté. Si vous voulez passer au micro, voilà. Donnez votre sentiment, ça va être intéressant. Vous êtes médium? Non. Non, je ne suis pas médium. Alors, ça tombe en très bien, revanche, moi, depuis petite, alors justement, ça me fait un peu penser à moi, dans le sens où, quand j'étais petite, j'ai eu affaire à beaucoup de phénomènes paranormaux, là où on habitait auparavant. Et j'ai envie de dire que c'est pas moi qui ai cherché finalement à être en relation avec ce côté paranormal, c'est venu à moi malgré moi. Alors ça, pareil, je ne pourrais pas l'expliquer. En revanche, quand on est petit, on ne pense pas à ces choses-là, en fait. On est dans un monde de bisounours, on a envie de s'amuser, on ne sait pas encore ça. Ce côté-là, on ne le connaît pas. Et moi, quand j'étais petite, j'ai assisté à plein de choses, des objets qui volaient, des objets qui se déplaçaient sous mes yeux. Mes parents le voyaient, mais alors pour me rassurer, ils me disaient « mais non, mais c'est rien ». Alors qu'ils l'ont vu, c'est pour me rassurer. Sauf que non, ces choses-là existent vraiment. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas l'expliquer en tant qu'humain. On sait que c'est comme un monde paradoxal, je pense. Mais c'est quelque chose qui existe bel et bien, qu'on le veuille ou non. C'est quelque chose où on vit avec. Et moi, depuis petit, ça me suit. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter parce que ça commence à prendre des proportions un peu trop... ça m'effrayait au bout d'un moment. Parce que un jour où je sors de ma chambre, ça me fait penser à une anecdote, je sortais de ma chambre dans la nuit, mon frère aussi voulait aller aux toilettes, on a eu la même envie au même moment, sauf que lui, il était plus peureux que moi, c'est mon grand frère. Il a sauté dans le lit, j'ai pas compris, j'ai ouvert la porte et en fait, il y avait quelqu'un devant moi, et ça, je pourrais jamais l'oublier. C'était une femme sans visage, brune, un peu translucide, blanche. Et j'ai bloqué, et en fait, j'ai eu peur et j'ai refermé la porte. Voilà. Vous voyez, comme quoi. Vous êtes une médium. Ouais, mais non, après depuis. Mais... Voilà, moi j'ai rien demandé. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Là, vraiment, on est arrivé au terme de cette émission. Merci de vos ressentis. On parle bien sûr de ce livre « Quand l'au-delà se dessine », magnifique livre avec des dessins superbes. Un autre livre « Quand la médiumnité s'impose à moi ». Vous avez également un DVD. Yves, votre livre... Je le remontre, le livre de Fabrice Desfontaines, les dessins magnifiques. C'est pour un plaisir familial. Bien sûr. Des histoires d'enfants et surtout les phénomènes paranormaux vécus par ce dessinateur. Très bien. Donc... Et puis alors, encore une fois, ceux qui veulent fouiller le dossier ectoplasmie, vous tapez Mouvement Spirit francophone, la saga de l'ectoplasme. C'est le type du livre. Et quand vous allez chez le libraire pour le récupérer, vous prévoyez une sacoche costaud. D'accord. 1000 pages. Ou se faire de la musculation. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour une autre émission. Je pense que ça va être sur le Saint-Suaire, non? Je crois que nous avons beaucoup envie d'en parler et oui. Que je ne suis pas le seul. On parle de la même personne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir donné votre ressenti. Merci à Patrick, également à vous d'être intervenu, brièvement, mais c'était nécessaire quand même. Merci Florence de votre intervention, toujours merci intéressante. Et merci cher professeur. On se donne rendez-vous très prochainement. Bon, sur ces belles paroles, je remercie Fabienne qui était à la captation vidéo, au reportage photo. On lui fait un coucou. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours fidèles à cette émission. Les vendredis de l'étrange, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Merci.